Chapitre 11. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le cours? Par rapport à l'activité qu'on vient de faire, on connaît maintenant et on a fixé depuis 1973 la valeur de la vitesse de la lumière à cette valeur qui est ici précise à 1 mètre par seconde. Nous retiendrons ça et ça connaître par cœur. Donc 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde ou bien 3,00 fois 10 puissance 5 km par seconde. Et on va passer vraiment au cœur de ce qui est important dans ce chapitre, c'est les lois de Snell-Descartes. Alors, on met un tiret entre Snell et Descartes, mais il s'agit bien de deux physiciens différents. Donc, les lois de Snell-Descartes, ça correspond à des lois qui ont été trouvées indépendamment par Snell et par Descartes. Alors, regardez de quoi il s'agit. Là, j'ai une photographie d'une expérience que je montre en cours. Voilà. Donc, on voit un rayon laser incliné qui arrive à un niveau qui arrive dans disons un aquarium où il y a de l'eau. Et au niveau de la surface de séparation, eh bien, on voit que le rayon lumineux qui rentre dans l'eau, il est brisé en quelque sorte. Il a sa trajectoire qui est déviée. D'accord? Voilà, là je la surligne en rouge. On voit qu'il y a un changement de direction. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la réfraction. En même temps, finalement, le rayon se divise en deux parce qu'il y a une partie aussi qui remonte comme ceci. Ça, c'est le phénomène qu'on appelle la réflexion. Et quand on veut modéliser un rayon lumineux, donc ici c'est émis par un laser, par un trait droit comme ça, on rajoute des flèches pour montrer dans quel sens se propage la lumière. Voilà. Les lois de Snell-Descartes nous disent comment se fait ce phénomène de réfraction et comment se fait ce phénomène de réflexion. D'accord? On peut modéliser l'expérience précédente par le schéma suivant. En fait, on va repérer les angles. On va repérer les angles par rapport à ce qu'on appelle la normale. Donc, ce qu'on appelle la normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux. Voilà. Donc ici, on a un milieu 1 et ici, on a un milieu 2. Dans la photographie précédente, le milieu 1, c'était l'air et le milieu 2, c'était l'eau. Mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien avoir deux milieux différents qui sont autres que l'air ou l'eau. Et en fait, on aurait pu repérer les angles par rapport à la surface comme ici. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Voilà. On ne repère pas, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, on ne repère pas les angles par rapport à la surface. Donc ça c'est faux. On repère les angles par rapport à ce qu'on appelle la normale. Donc c'est la perpendiculaire à la surface et on la trace au point d'incidence, c'est-à-dire là où arrive le rayon. Bon, c'est logique. Hein. Ça serait absurde de dessiner la normale ici et de mesurer les angles par rapport à ce trait-là. Ça ne correspondrait pas à grand-chose. Voilà, je vais faire ça. Donc, on va appeler l'angle d'incidence I. On va appeler l'angle de réflexion I'. Et on va appeler l'angle de réfraction R. J'ai choisi les mêmes notations que votre livre. Ce ne sont pas des notations qui sont obligatoires. Donc parfois, dans d'autres livres, vous allez trouver l'angle d'incidence qui s'appelle par exemple I1. Vous allez avoir l'angle de réfraction qui va s'appeler I2. Donc ce ne sont pas des notations, universelles, obligatoires. Alors, les lois de Snell-Descartes, ce sont des lois qui nous disent plus précisément ce qui se passe pour la réflexion et ce qui se passe pour la réfraction. La première loi, elle est commune à la réfraction et à la réfraction et à la réflexion. Elle nous dit que tous les rayons qui sont dessinés sur cette figure appartiennent au même plan. Tous les rayons appartiennent au même plan. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une feuille de papier, c'est difficile là de vous montrer à distance, mais vous pouvez prendre une feuille de papier. Si le rayon incident est dans cette feuille de papier, eh bien on peut être sûr que le rayon réfléchi sera dans cette même feuille de papier et le rayon réfracté aussi. C'est-à-dire que, encore une fois à distance, là j'ai du mal à peut-être bien me faire comprendre, mais le rayon réfracté, en aucun cas il pourrait sortir du plan. C'est-à-dire le rayon réfracté, là il ne pourrait pas sortir de l'écran ou il ne pourrait pas s'enfoncer dans l'écran. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est pareil pour le rayon réfléchi. Les deux rayons réfléchis et réfractés, ils ne peuvent pas rebiquer, si vous voulez. Alors, les deux autres lois, elles, ce sont des formules mathématiques qui vont modéliser ce qui se passe pour la réflexion et la réfraction. Donc, on vous demandait dans l'activité expérimentale de traduire les lois de Snell-Descartes pour la réflexion, d'abord. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de simple pour la réflexion? Sachant que ici, vous avez le rayon incident, comme je l'expliquais dans la vidéo de préparation. Ici, vous avez le rayon réfléchi, et ici, vous avez le rayon réfracté. D'accord? Ce simulateur, eh bien, suppose que là, on est dans l'air. Dans la partie gauche, là, on est dans l'air. Dans la partie droite, on est dans le plexiglas, qui est donc une matière plastique incolore. Si on veut mesurer les angles, si j'adapte ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, ici, je vais mesurer l'angle d'incidence. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai à l'écran, j'ai I égale 30 degrés. Que vaut l'angle de réflexion? 30 degrés. Il vaut 30 degrés. Donc, il vaut la même valeur. Est-ce que ça, vous l'avez vérifié pour plusieurs positions, donc pour plusieurs valeurs de l'angle d'incidence? Oui. Oui. Alors, c'est super facile à vérifier. Hein. Il suffit de tourner le rayon incident. 40 donne 40. 60 donne 60. Et donc, vous avez une loi de Descartes relative à la réflexion qui est très très simple. Le rayon réfléchi fait avec la normale un angle I', en fait, égal à l'angle d'incidence I. I est égal à I'. Pour la deuxième loi, c'est beaucoup plus compliqué. On a une relation avec les sinus. Alors, si on répond à la question de l'activité, l'activité nous demandait de donner pour l'instant une relation mathématique. Et cette relation mathématique s'appuyait sur une phrase. La phrase était, je vais vous la relire, on nous disait qu'il y avait une relation de proportionnalité entre le sinus de l'angle d'incidence et celui de l'angle de réfraction. Je passe à Excel et donc nos mesures nous permettent bien de montrer qu'il y avait bien proportionnalité entre sinus R et sinus I, puisque là j'avais sinus R en ordonnée, sinus I en abscisse, et j'ai bien une droite qui passe par l'origine. De plus, Excel, ou le tableur d'OpenOffice, permet de sortir l'équation de la droite. Alors lui, il m'affiche une équation du type y est égal à un certain nombre, disons petit a fois x. Donc en fait, ce que Excel nous affiche, c'est un truc qui ressemble à ça. Nous, on va le réexprimer, mais avec nos grandeurs à nous. Nous, on n'a pas y et on n'a pas x, mais on a sinus r et sinus i. Donc si je veux traduire l'équation que Excel m'a affichée, je vais l'écrire ici. J'écrirai que finalement, grâce à l'équation de la droite, on a que sinus r est égal à 0,676 multiplié par quoi? Là, je remplace. Hein. Je remplace y par sinus I. Très bien. Très bien. Je remplace y par sin de i et je remplace x par sin de i. Voilà la formule. Alors, la deuxième loi de Descartes liée à la réfraction, on ne la retient pas sous cette formule-là. On ne la retient pas sous la forme sinus de r est égal à 0,676 fois sinus de i. Parce que il se fait que le 0,676, il dépend des deux milieux où le rayon a été. C'est-à-dire que là, le 0,676, il dépend de l'air et il dépend du plexiglas. D'accord? Alors pour ça, pour répondre à la fin de l'activité, puisqu'on vous demandait d'en déduire, ça tout le monde n'y est pas arrivé, donc je vais corriger, on demandait d'en déduire la valeur de l'indice du plexiglas. Alors pour ça, il faut dire un petit peu ce que c'est que l'indice. Je disais que ce 0,676, dépendait des milieux. Et donc c'est pour ça que la formule que vous allez retenir, c'est N1 fois sinus I est égal à N2 fois sinus R.
ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le 0,676 qu'on a eu pour notre expérience, nous, c'était votre première expérience, en fait, eh bien, ce n'est pas un nombre à connaître par cœur, parce que c'est un nombre qui dépend des deux milieux. Alors, j'ai noté ici ce qu'on appelle l'indice de réfraction. En fait, l'indice de réfraction, c'est un indice qui correspond à une certaine grandeur, qui définit le milieu où la lumière peut se propager. On le note petit n. Et si je traduis par une formule ce qui est écrit ici, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, ce que nous on appelle petit c, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu. Par exemple, l'air, l'eau, le verre, le plexiglas, tout ce que vous voulez. Cette formule-là, elle traduit ce qui est écrit ici. Mais vous voyez, je l'ai mis en remarque. C'est-à-dire que ce n'est pas dans votre programme de seconde de connaître cette formule-là. Mais moi, je voulais le mettre en remarque pour vous dire un petit peu à quoi correspondait cet indice. Du coup, c'est la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide sur la valeur de la vitesse de la lumière dans l'eau, par exemple, ou dans le plexiglas. Et si vous voulez, la lumière, elle est un petit peu ralentie quand elle rentre dans un milieu. Elle est un petit peu ralentie. Elle va encore extraordinairement vite, mais elle est un petit peu ralentie. Et donc, vous allez avoir cet indice, défini par cette formule, qui va être un nombre qui est toujours plus grand que 1. Parce que si vous voulez, C, ça sera toujours la valeur limite, la plus grande des valeurs, et V sera toujours un peu plus faible. Donc du coup, le rapport N sera toujours supérieur à 1. Donc il y a quelques exemples ici dans le tableau d'à côté. Donc dans le vide, bah, c'est 1 exactement, parce que dans le vide, V est égal à petit c, donc C sur C, ça fait 1. Dans l'air, la lumière, elle est un petit peu ralentie, mais dans l'air et dans les gaz en général, elle est très peu ralentie, parce que c'est un milieu qui n'est pas dense. Et donc, avec 3 chiffres significatifs, ben, on voit que l'indice de l'air, c'est 1, 1,00. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de zéros avant d'avoir quelque chose qui est différent de 0. Donc, on a un nombre qui est légèrement supérieur à 1, mais nous, on retiendra que l'indice de l'air vaut 1,00. Et puis, vous avez un 33. Et puis, le diamant, qui est un milieu où la lumière peut se propager. Eh bien, le diamant, c'est un des milieux qui a l'indice de réfraction le plus élevé. Ça monte à 2,5. Donc, ça vous montre un petit peu les ordres de grandeur. Ça veut dire qu'un indice de réfraction, ce n'est pas un nombre qui va pouvoir vouloir 10 ou 20. 2,5, c'est déjà un grand maximum. Alors, regardez bien maintenant. Tout à l'heure, on a trouvé que sinus R était égal à 0,676 fois sinus I. D'accord? Ça, c'est les résultats de notre expérience. Alors, vous voyez déjà que c'est écrit à l'envers par rapport à là. Ici, j'ai sinus I en premier. Là, j'ai sinus R en deuxième. En fait, ce 0,676, il correspond à, d'après cette équation, sinus R sur sinus I. Si je le compare avec la formule de Snell-Descartes, d'après la formule de Snell-Descartes que vous avez à apprendre par cœur, c'est elle que vous devrez apprendre par cœur, d'après la formule de Snell-Descartes que vous avez donc à apprendre par cœur, que vaut le rapport sinus R sur sinus I? Et alors, ça va donner quoi pour sinus R divisé par sinus I? N1 sur N2, non? Très bien. Ouais. Ça donne N1 sur N2. Alors, si vous ne l'avez pas directement, vous pouvez prendre plusieurs étapes. Le but, c'est d'isoler sinus R divisé par sinus I. Et nous, pour notre expérience, on a trouvé 0,676. Ça veut dire que pour notre expérience, ce qui valait 0,676, c'était N1 sur N2. Or, pour nous, pour notre expérience, N1, c'était quoi? C'était l'indice de quoi, en fait? Quel était le milieu 1? L'air. Ah oui, l'air. Donc, nous, N1, en fait, c'est l'indice de l'air. Et pour nous, N2, c'était l'indice de quoi? Le plexiglas. Plexiglas. Très bien. Donc, pour nous, N2, en fait, c'était l'indice du plexi. Et donc, cette expérience nous a permis de montrer que N2R sur N2 plexi vaut 0,676. Mais nous, ce sera toujours pareil. L'indice de l'air, c'est toujours 1, on a dit. On a dit que c'était 1,00. Donc, l'indice de l'air, on le connaît. Donc, finalement,
on peut en déduire l'indice du plexiglas. C'était la dernière question de cette activité expérimentale. N de plexiglas vaut… C'est Non, N non. de R sur 0, 0. Divisé par 0. Ouais, N de R divisé par 0,676. OK. Alors, c'est N de R divisé. Donc, à la calculatrice, il faut faire 1,00, c'est-à-dire 1, divisé par 0,676. Et si vous faites ça, vous tombez sur 1,48. Souvent, on retient 1,5. Et effectivement, c'est la bonne valeur de l'indice du plexiglas. D'accord? On a une formule en poche qui est N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Et donc, il ne reste plus qu'à savoir comment l'appliquer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je vous invite à prendre une calculatrice à côté de vous. Alors, on va utiliser cette formule, première fois, sur cet exercice d'application. Donc, on vous dit qu'un rayon lumineux arrive sur la surface de séparation entre l'air et l'eau avec un angle d'incidence I est égal à 30 degrés. La question, c'est calculer l'angle de réfraction R. Donc, là, il va falloir utiliser la loi de Descartes. On demande de faire un schéma. Bon, le schéma, on peut le commencer maintenant, on le finira plus tard. Donc là, je fais une surface qui délimite l'air et de l'eau, un peu comme la photographie du début du chapitre, on avait de l'eau dans un aquarium. Voilà. Vous avez un rayon lumineux qui arrive, qui fait un angle de 30 degrés par rapport à la normale, puisque je vous rappelle que I égale 30 degrés, c'est toujours par rapport à la normale que j'ai dessiné ici en pointillé. Donc allons-y, je fais un rayon à peu près de 30 degrés, je ne cherche pas à faire quelque chose de précis. Et on sait que avec le phénomène de réfraction, le rayon il ne va pas continuer son chemin en ligne droite, comme je fais avec les pointillés en ce moment, mais il va être dévié. Alors, soit il rebique un peu vers le haut, soit au contraire, il plonge davantage. Est-ce que d'après la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous vous souvenez si le rayon il a tendance à se rehausser ou plutôt il a tendance à plonger? À plonger. Alors, d'après la photo, on peut jeter un petit coup d'œil. Il plonge. D'après la photo, voilà, je remonte la photo, on voit effectivement que le rayon plonge. Eh bien, on va le vérifier avec le calcul. Regardez, vous avez une formule qui est donc la deuxième loi de Descartes, Descartes, relative à la réfraction, que j'ai rappelée ici. Qu'est-ce qu'on connaît dans cette formule et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? L'angle de réfraction R. On cherche R. Donc en fait, on ne va pas avoir R directement, mais dans une première étape, on va avoir sinus de R. D'accord? Est-ce qu'on connaît tout le reste? Ouais. Oui, parce que N1, ça va être l'indice de l'air, il est donné ici. N2, ça va être l'indice de l'eau, il est donné ici. Et I, l'angle d'incidence, il est donné aussi. Donc, comment on rédige ça? Eh bien, première étape, vous vous rappelez la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction, ce que j'ai fait ici. Puis, deuxième étape, nous on cherche R. Et bien, dans une deuxième étape, vous allez isoler sinus de R. Donc, déjà, il ne faut pas se tromper ici. Eh oui, il ne faut pas se tromper ici, c'est des maths. Hein. Que vaut sinus de R? N1 fois sinus de I divisé par N2. Très bien. Ensuite, On remplace les valeurs. on remplace les valeurs. Donc, N1, c'est 1. Bon, je vais le marquer si vous voulez, mais vous, ce n'est pas la peine de le taper à la calculatrice, puisque quand on fait 1 multiplié par quelque chose, ça ne change Ouais. pas. Sinus eh ben, de 30 degrés. Je marque 30,0 pour montrer que c'était précis, mais vous pouvez vous contenter de taper 30. Divisé par N2 qui vaut 1,33. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont une calculatrice, est-ce que vous pouvez me dire combien on a? Attention, il faut que votre calculatrice soit bien réglée en degrés. Ça fait 0,37. Donc, je vais garder 3 chiffres significatifs. Et donc, je vais dire qu'on a 0,376.
Si jamais parmi vous, il y en a qui n'ont pas ça à la calculatrice, c'est peut-être que votre calculatrice n'est pas réglée en degrés, mais en radians, par exemple. Donc, on a déjà vu ce problème de conversion en degrés radians avec Excel. Ici, là, j'ai bien des angles en degrés, donc il faut bien quelque chose en degrés. Je n'ai pas fini, parce que la question est de trouver R. Comment je fais, à votre avis? Pour l'instant, moi, je sais que sinus R est égal à 0,376. Comment je fais pour trouver R tout court? Donc, vous utilisez la fonction sinus moins 1 de votre calculatrice. Donc, R. Sur votre calculatrice, vous allez trouver la touche qui s'appelle sin moins 1. Mathématiquement, on la note plutôt arcsinus. Vous faites arcsinus de 0,376. 22,08. Et donc, on trouve 22,09. On va arrondir avec 3 chiffres significatifs. Ça fait donc 22,1. Cet angle-là, si je veux faire un schéma comme c'est demandé, alors même si je ne vais pas prendre un rapporteur pour faire un dessin précis, eh bien, il est inférieur à 30. Ici, on nous demande de comparer I et R. Bah, moi, je peux dire que ici, I est comment par rapport à R? Plus grand ou plus petit? Ah bah plus grand. Ouais, plus grand. I est plus grand que R, vous êtes d'accord? Ça va se traduire comment sur la figure? Parce qu'avec les angles alternes internes, ce que j'ai dessiné en pointillé ici, eh bien, ça correspond. Vous avez ici un angle qui vaut I aussi, d'accord? Avec les angles Oui. alternes internes. Donc là, vous avez I. Donc le fait de dire qu'on a trouvé un angle de réfraction R qui était plus petit que I, ça va se traduire comment pour le rayon? Ça rejoint la question que je vous avais posée tout à l'heure, c'est-à-dire? Ouais, ça va plonger plus. Très bien. Comme R est plus petit que I et que les angles sont repérés par rapport à la normale, vous allez avoir l'angle de réfraction qui va se rapprocher de la normale. Et là, je mets les flèches. D'accord? Donc, vous allez avoir le rayon réfracté qui se rapproche de la normale parce qu'il plonge. C'est en accord avec la photo. Notez au passage que l'angle réfléchi, il existe. Il est là. On a vu que I était égal à I'. Mais en général, quand on fait des exercices avec de la réfraction, souvent, on oublie, on fait exprès d'oublier de dessiner le rayon réfléchi, pardon, pour pas surcharger la figure. Donc, on sait que le rayon réfléchi, il existe, mais souvent, on ne le dessine pas. D'accord? On va refaire la même chose, donc le même type d'exercice, avec une autre situation. C'est-à-dire, maintenant, on a un rayon lumineux qui arrive à la surface de séparation entre du plexiglas, donc qui est le premier milieu, et l'air. En gros, vous avez de la lumière qui vient d'un bloc de plexiglas et qui va sortir dans l'air. Alors, ça peut vous paraître bizarre, un rayon qui viendrait du plexiglas. C'est tout à fait possible. Regardez. Donc, je bascule sur le simulateur. Bah, regardez la source. Bah, regardez, je peux très bien dire que le rayon, c'est vrai que d'abord, il est dans l'air, mais après, il rentre ici, dans le plexiglas. Et là, il peut sortir dans l'air. Tiens, il y a un truc qui est bizarre là, c'est quoi? Mais voit ça, pas, y a- rien. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. C'est bizarre, non? Oh! Vous avez vu ce qui se passe là? Ouais. Et bien ça, c'est un phénomène qu'on expliquera un peu plus tard. On va faire quelques exercices de base d'abord pour expliquer ce phénomène. Mais il existe des cas, vous voyez bien avec le simulateur, il existe des cas où le rayon réfracté n'existe pas. Regardez bien ce qui se passe. Là, je suis dans une situation où il y a un rayon incident, un rayon réfléchi, et un rayon réfracté. D'accord? Et regardez ce qui se passe à un certain niveau là. Tac. Vous avez le rayon réfléchi, comme avant, mais vous avez que un rayon réfléchi. C'est pour ça qu'il est dessiné avec une intensité plus grande. C'est-à-dire que toute la lumière va passer dans le rayon réfléchi. Dans certains cas, il n'y a pas de rayon réfracté. Alors, le but, C'est à la fin de ce chapitre, ça va être de comprendre eh bien, quand est-ce qu'on a ce phénomène qui s'appelle phénomène de réflexion totale. Mais c'était juste pour vous montrer avec le simulateur qu'on pouvait très bien avoir une situation, voilà, comme ici, où on a un rayon qui vient du plexiglas et qui sort dans l'air. D'accord? Finalement, ce deuxième exercice d'application est très proche du premier, parce qu'on nous demande de recalculer un angle de réfraction R. Alors, on va gagner du temps.
Première étape, je rappelle la loi de Descartes relative à la réfraction. N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Ensuite, je me pose la question, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'angle de réfraction, comme tout à l'heure. Donc, j'isole sinus R. Ben, ça tient encore, comme tout à l'heure. Voilà. Ça n'a pas changé. Puis, je fais le calcul. Ah, là, les indices ont changé. Maintenant, on a N1 qui vaut 1,50 et non plus 1 comme tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer et je vais remplacer. Donc, maintenant, j'ai 1,50. Et bah oui, tout à l'heure, on a bien vu avec l'activité expérimentale que le plexiglas, il avait un indice qui valait 1,50. Fois sinus, I, c'est toujours 30 degrés, divisé par l'indice de l'air, qui vaut 1. Donc là, je vais gommer. Et vous allez pouvoir faire le calcul, pour ceux qui ont donc une calculatrice. Là, on a le calcul suivant à faire, 1,50 fois sinus 30. Et ça nous donne sinus R directement. Donc, je vais remplacer les valeurs. Ça fait 0,75. Et le résultat donne 0,75, c'est bien. Il y a quoi après le 5? Rien. Alors, on va dire 0,750 si on veut garder 3 chiffres. Puis, vous faites l'arc sinus de 0,750 et vous aurez l'angle de réfraction dans ce deuxième exercice. Combien vous trouvez? 48, 59, 0. Donc 48, 6. Très bien. Donc là, dans ce deuxième cas, on trouve 48,6. Si on compare maintenant I et R, I c'était 30 et R c'est 48,6. I, il est comment par rapport à R? Il est plus grand ou il est plus petit? Plus petit. Maintenant, on a I qui est plus petit que R. Vous voyez? Tout à l'heure, on avait I qui était plus grand que R. Et maintenant, on a I qui est plus petit que R. Et donc, si je fais un schéma, voilà, je refais un schéma avec à peu près I. C'est très difficile de faire des traits droits. I qui vaut 30 degrés. On a réfraction, donc le rayon, il ne poursuit pas son chemin en ligne droite. Mais cette fois-ci, pour respecter que I est plus petit que R, ou si je dis à l'envers, R va être plus grand que I. Il va avoir tendance à plonger, comme tout à l'heure, ou à rebiquer plutôt vers le haut. Allez vers le haut. Et oui, vous voyez que l'angle que fait la normale avec les pointillés, c'était I. Donc si R est plus grand que I, on va avoir une situation comme ceci. Donc on a deux situations différentes. On a soit un rayon, dans le premier cas, qui se rapprochait de la normale, soit un rayon qui s'éloigne de la normale. Alors, comment on fait pour savoir à l'avance ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut regarder à votre avis? En fait, on va comparer quand on va regarder les indices des milieux. Vous voyez? En fait, ce qu'on vient de trouver avec ces deux exercices d'application, eh bien, on peut le généraliser. On peut le généraliser. C'est-à-dire que dans le premier cas, on avait N1 qui était plus petit que N2. Donc, on passe d'un milieu avec un indice plus petit vers un indice plus grand. Et dans ce cas, le rayon se rapproche de la normale. Ça sera toujours le cas. Ce n'est pas important que ce soit de l'air, de l'eau, tout ce que vous voulez. Si vous passez d'un indice plus petit vers un indice plus grand, eh bien, le rayon il se rapprochera toujours de la normale. Et le contraire, puisque là, c'était le cas, si vous passez d'un milieu plus grand, d'indice plus grand vers un milieu d'indice plus petit, vous allez avoir le rayon qui va s'écarter de la normale. Donc finalement, on retiendra que lorsque N1 est plus petit que N2, lors de la réfraction, le rayon lumineux, alors qu'est-ce qu'il faut compléter là? Se rapproche. Très bien. Se rapproche de la normale. Et alors que dans le deuxième cas, si N1 est plus grand que N2, le rayon lumineux s'éloigne de la normale. Ça veut dire que vous pouvez déjà faire des prévisions sur ce qui va se passer, sans faire les calculs. Juste en comparant les indices, vous allez pouvoir déjà voir si ça se rapproche ou si ça s'éloigne. Alors enfin, il y avait une dernière partie. Comment du coup déterminer l'indice de réfraction? Alors là, je vais aller assez vite. Eh bien, il y a plusieurs façons. Il y a déjà la façon qu'on a faite en TP.
Vous avez fait toute une série de mesures et vous en avez, ça vous a permis de tracer un graphe avec un tableur. Là, vous reconnaissez la même chose que ce qu'on a fait en activité. Et le coefficient directeur, eh bien, vous permet de remonter avec l'indice. Alors, la petite différence avec ce que je viens d'entourer et ce que vous avez fait vous, c'est que eux, pour éviter d'avoir à faire 1 sur le coefficient directeur, comme on a fait tout à l'heure, eh bien, ils ont inversé, donc c'est possible. Hein. Au lieu de mettre sinus I en abscisse, ils ont mis sinus R, ils ont inversé les deux axes. À quoi ça sert? Ça sert à ce que, ici, ça nous permettait d'avoir directement la valeur du coefficient directeur. Donc ici, on a 1,50, donc c'était, c'est pas le plexiglas, mais c'était ici le glycérol, c'est un liquide. Donc ça, c'est l'exploitation graphique. Donc je ne vais pas revenir dessus, on y a passé pas mal de temps. Sauf que ça prend du temps. Parce que vous l'avez fait chez vous, même si ce n'était pas avec du vrai matériel, ça prend quand même du temps de faire toutes les mesures, de faire l'importation des mesures dans un tableur, puis tracer la courbe, puis en tirer le coefficient directeur, et réfléchir à partir de ce coefficient directeur que vaut l'indice. C'est un petit peu long. Si on cherche moins de précision, l'idée c'est qu'on peut quand même utiliser la formule de Descartes, isoler N2. N2, ça va être l'indice de réfraction du milieu 2, par exemple, que l'on cherche, et puis faire notre calcul. Donc finalement, vous pouvez très bien, et je vous donnerai un exercice là-dessus à faire, on peut très bien, à partir d'une seule mesure, en déduire l'indice de réfraction. Mais comme la détermination à partir d'une seule mesure, ça risque de ne pas être précis, si on fait une petite erreur de mesure, par exemple, on se dit qu'on peut faire cette méthode, c'est-à-dire calculer l'indice à partir d'un calcul, et non pas à partir d'un graphe, mais refaire plusieurs mesures, avec différents i différents. Et c'est ce que certains d'entre vous ont fait d'ailleurs. Certains d'entre vous, pour répondre à l'activité, c'est-à-dire trouver l'indice de réfraction du plexiglas, il y en a parmi vous qui ont fait la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ont fait sinus i divisé par sinus r, ils ont trouvé 1,5, et on a une valeur qui se ressemble, mais qui vient de plusieurs mesures différentes, et on en fait une moyenne. Donc voilà, on fait la moyenne de tous les points. Donc certains d'entre vous ont fait plutôt comme ça. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire ça avec un tableur, ce sera plus précis. Parce que là, c'est l'ordinateur qui va vous calculer un coefficient directeur. Et ça sera sûrement plus précis que de faire une valeur moyenne obtenue. Et surtout, si jamais vous avez une erreur, de mesure, ce qui peut arriver quand on fait des travaux pratiques, avec un graphe, vous allez le voir tout de suite. Là, par exemple, on a des points qui sont vraiment bien alignés sur une droite qui passe par l'origine. Si vous faites une mesure erronée, par exemple, vous trouvez un point qui est là, vous allez le voir tout de suite. Et ce point-là, on ne le prendra pas en compte pour faire le calcul du coefficient directeur. C'est un petit peu comme si là, en faisant vos mesures, vous trouviez ici une valeur mauvaise. Allez, j'invente n'importe quoi, par exemple, vous trouviez 1,2. Et là, il faudrait décider de ne pas le prendre en compte dans notre calcul, parce que c'est une valeur qui est fausse. Donc, on va dire que ça serait un point anormal qu'on ne prend pas en compte dans le calcul. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions?